Merci d'avoir respecté un petit peu nos horaires et d'être là à l'heure. J'ai le grand plaisir ce matin d'accueillir Florence Ducasse. Électron libre, oserais-je dire, mais néanmoins très proche du président Leroy, comme vous avez pu le voir hier. Donc elle travaille au conseil conseil départemental, j'étais sûre de le faire, du 41. Et elle a surtout été l'animatrice de la démarche de prospective territoriale Loire-et-Cher 2020. 2020, on retient comme un blogueur bien connu. Comme un blogueur bien connu. Donc je vous laisse la parole et puis surtout n'hésitez pas. Donc on va avoir une demi-heure d'abord de présentation pour bien fixer les choses et puis après on pourra échanger pendant une autre demi-heure. Merci. Merci Fabienne. Donc pour la plupart d'entre vous qui avez suivi l'ouverture des travaux hier, je ne vais pas paraphraser ce que vous a dit Maurice Leroy, et donc je vais être plus sur un retour d'expérience de la démarche en tant qu'animatrice, pilote de cette démarche. Alors, un petit mot de présentation quand même pour démarrer. Je ne suis pas prospectiviste. En fait, ma formation, c'est l'aménagement du territoire à Polytech Tours, pour ceux qui connaissent, la section aménagement. Et puis, très tôt, je suis tombée dans la communication de collectivité. Et donc, j'ai pu travailler comme directrice de communication dans plusieurs conseils départementaux, notamment. L'Ille-et-Vilaine, entre autres, avec Pierre Meignery. Et puis, l'Aveyron, très intéressant comme terrain, puisque en 1991, nous avons commencé une des premières démarches de prospective territoriale qui s'appelait Aveyron 2001, 91, voilà. Et c'est là où est né ce fabuleux projet du pont de Millau, pour ceux qui connaissent. Fabuleux, ambitieux, et ça rend modeste parce qu'on voit le temps entre la décision et puis la réalisation. Je ne sais plus en quelle année il a été inauguré, ce fameux pont de Millau, mais en tout cas, moi, j'étais plus dans l'Aveyron depuis longtemps. Alors, retour d'expérience et puis également premier résultat pour la démarche Loire-et-Cher 2001. Alors, allons-y. Hop, c'est bon. Alors, Maurice Leroy vous l'a dit hier, son ambition première, c'était d'avoir une démarche populaire. Alors, populaire, ça ne veut pas dire populiste. Ça ne veut pas non plus dire une démarche qui fait semblant d'être populaire. Avec Maurice Leroy, populaire, ça veut dire, sens premier du terme, populus, donc qui émane du peuple, qui soit propre au peuple, à l'usage du peuple. C'est-à-dire, on prend vraiment la définition du dictionnaire, et le mot est important. C'est important parce que quand il m'a dit ça, je me dis comment je fais moi, parce que prospective, ça fait fuir tout le monde, à part les intellos, dont vous faites partie. Peut-être moi un petit peu aussi. Mais c'est pas forcément un mot qui va d'emblée susciter l'engouement des foules. Il n'était pas non plus question pour nous d'éliminer ou d'exclure tous les experts, les savants, les sachants du département. On en avait besoin. Alors, nous sommes partis avec une petite équipe resserrée de 5 personnes au niveau du département. Un directeur général des services, Olivier de Brabois, très très impliqué, j'ai envie de dire, au quotidien. Je dirais même que c'était le directeur de projet. Et puis la direction de la communication. Là, c'est parce que l'assemblage de mes métiers, finalement, ça m'a aidé à rassembler peut-être un certain nombre d'ingrédients utiles pour rendre visible, et en tout cas pour que cette démarche soit effectivement très ouverte aux habitants. Donc on est parti avec une question simple: quel Loire-et-Cher voulez-vous en 2020 ? Voilà. Et puis nous avions un slogan qu'on voulait mobilisateur qui s'appelait, que vous voyez là, tous acteurs de notre avenir. Voilà, on est parti comme ça. La deuxième ambition également, c'était d'ouvrir le département donc à son territoire et ne pas en faire un entre-soi d'élus au niveau du conseil départemental. L'idée aussi, c'était de partir du territoire vécu et pas du territoire administratif. Donc on a tout de suite pris en compte un phénomène essentiel dans cette région pour la comprendre et dans ce département, c'est les navetteurs. C'est-à-dire que tous les jours, au quotidien, il y a 17 000 personnes qui font
des va-et-vient domicile-travail entre Tours, Blois et Orléans. Très important. Donc, dans nos enquêtes, on a aussi pris en compte cette dimension du territoire qui était vécu et pas le territoire administratif. Alors, je ne dis pas qu'on a complètement réussi notre affaire, on en reparlera, et puis je pense que c'est intéressant d'avoir aussi votre retour critique. L'idée, c'était donc d'ouvrir, de faire un mixte pour que sur tous les pour que notre démarche soit accessible à tous les publics et à tous les sujets. Et puis, on est parti sur un très grand panel d'outils de concertation. Très naïvement, on s'est aussi dit, on va aller au-devant des gens. Par exemple, notre enquête qu'on a faite avec l'IFOP qui s'appelle 20 questions pour 2020, on a été mettre des boîtes à idées et puis des enquêtes dans les supermarchés du Loir-et-Cher. Je dis que c'est un peu naïf parce que c'est pas forcément ce qui a le mieux marché. Il faut être clair, il aurait fallu mettre un bonhomme ou une bonne femme à côté de chaque box et puis faire de l'animation du matin au soir. Mais cette idée de supermarché, c'est marrant parce qu'on verra après, elle a été reprise lors de nos expérimentations, notamment quand on a mis en place les Labs 41. Et j'ai 2 exemples en tête. Le Salon de la mobilité électrique, qu'on organise maintenant depuis 2 ans, ça se passe au Leclerc à Blois. Et ça, c'est l'idée qui est venue de nos contacts qu'on a pris avec des gens qu'on ne voyait jamais avant, c'était les directeurs de supermarchés. Une autre idée, le Lab Info Apprentissage, qui a pour but de sensibiliser les jeunes et leurs familles aux vertus de l'apprentissage. C'est un vrai enjeu dans ce département qui a un niveau de formation qui est parmi les plus faibles de France. Il faut le savoir, ça fait partie des points négatifs. Et bien là, Info Apprentissage, ça se passe à la galerie d'Auchan à côté, pour ne pas la citer. On va vraiment au-devant des familles, on va là où les gens sont, en fait, tout simplement. Bon, c'est une idée qui n'est pas facile à mettre en place, mais ça mérite d'être développé parce que c'est quand même très compliqué de rendre visible une démarche comme ça auprès de tous les publics. Deuxième idée, tous les documents que nous avons sortis ont fait l'objet quasiment de petites vidéos. On a beaucoup utilisé la communication Web 2.0, on a été sur Facebook, mais pas seulement, on a beaucoup utilisé la vidéo pour mettre en image le plus simplement possible chaque fois nos étapes, en fait, nos différentes étapes. Nos documents sont aussi à plusieurs niveaux de lecture. Pour ceux qui ont feuilleté notre livre blanc, vous verrez qu'on peut regarder que les images et leurs légendes. On peut éventuellement lire les interviews pour savoir les gens qui sont impliqués dans la démarche, comment ils en parlaient. Ça peut être suffisant. Et puis, si on a envie de creuser un peu plus les choses, on peut lire le portrait de territoire. Ça, c'était aussi alors une des difficultés. Parce que faire simple, c'est toujours très compliqué. Et ça a demandé beaucoup d'efforts, y compris de sémantique, de réflexion sur les mots, comme on dit les choses. Et je ne dis pas qu'on y soit véritablement arrivé. Mais en tout cas, c'était dans notre bagage de départ et on voulait arriver à ça. Dernière chose, alors là, ça va aller un peu à l'encontre de ce qui s'est dit hier, mais ça pour moi c'était très important. Pour entraîner tout le monde dans une démarche comme ça, y compris le grand public, il faut qu'il y en ait pour ce qu'on appelle les diseux et ce qu'il y en ait pour les faiseux. Je m'explique. Si on avait fait que de la réflexion, comme dans toutes les démarches prospectives, on prend un temps fou pour la réflexion. On prépare les choses pour délimiter le périmètre. Après, on va faire les étapes classiques, d'ailleurs je reviendrai dessus. Si bien qu'on se retrouve au bout de 3 ans avec un matériel de réflexion énorme et on a épuisé toutes nos forces vives. Ils en ont ras-le-bol des réunions, ils sont venus à tous les ateliers et il ne s'est rien passé. Donc nous, dès le départ, on a lancé les Labs 41. On a mêlé l'action à la réflexion. Donc tous ceux qui voulaient agir ont pu agir. Alors ils ont expérimenté, ils sont partis sans rien, mais c'est pas grave. Parce que ça permettait chaque fois, pour justement ces gens qui veulent comprendre comment ça fonctionne de la prospective, ça permettait justement de dire, voilà, on expérimente la mobilité électrique, on expérimente l'apprentissage, la sensibilisation des familles, de collégiens, là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans l'enseignement général, parce qu'il y a tellement à faire dans ce domaine-là. Enfin,
Et ça, on a démarré dès le départ. Et on pouvait donc dire, Loir-et-Cher 2020, mais c'est ça aussi, ce sont des expérimentations, c'est des résultats concrets. Et pour les faiseux, c'est extrêmement important. Et des faiseux, on en a chez nos élus, on en a dans la société civile, on en a chez les chefs d'entreprise. Et si vous voulez leur parler de prospective, eh ben, il faut leur dire vraiment à quoi concrètement ça peut servir. Et donc l'action, c'est important. Alors, après, je vais passer vite. Moi, je suis partie après 2 stages chez Futurible. Alors, parce que je ne connaissais rien. Voilà. Alors, on m'a dit qu'il fallait faire comme ça. En gros, je ne savais pas comment faire. Alors, il y a un truc que je retiens, c'est la phase de préparation. Elle a été longue, une aubaine. Ça, c'est génial parce qu'on peut préparer, poser les bonnes questions, faire en sorte que... Et moi, j'ai utilisé vraiment toutes les forces vives du conseil départemental, c'est-à-dire les gens que j'avais sous la main, pour faire l'incubation de nos intuitions stratégiques, du périmètre, de nos horizons temporels. Donc, on a quand même défini ce cadre de façon très formelle. Donc, on est parti dans une concertation qui était totalement libre sur le fond, mais assez directive sur la forme. Voilà. Alors, les trois étapes, vous les connaissez, diagnostic et enjeu, prospective et stratégie, puis après, évidemment, diffusion du livre blanc. Alors ça a explosé. En fait, on a eu une boîte à outils très large qu'on a mise en pratique de façon, j'ai envie de dire, très itérative, chemin faisant, de façon pas du tout linéaire ni séquencée, avec, j'ai envie de dire, le droit à l'erreur, de l'expérimentation. On s'est planté, hein, ouais, je peux le dire plein de fois. On ne savait plus où on allait. Dans ces cas-là, on respire un grand coup. Et puis on rebondit, on repart sur autre chose. Il y a toujours quelqu'un qui vous suggère une bonne idée. Et vous avez l'intuition que c'est bien, il faut suivre. Et c'est comme ça que ça marche. C'est un grand bazar, mais c'est une belle aventure humaine. De ces outils, globalement, tout a été mis en place, à peu près, à 3 points près. C'est pas neutre. La gouvernance, très compliquée, elle était à 3 niveaux, en fait, elle était à 2. On a surtout réuni, ce qui a très bien marché, c'est le club Loir-et-Cher 2020, dans lequel il y avait des sportifs, des journalistes, une écrivaine, c'était notre marraine, Irène Frein, c'était pas mal. Elle mettait beaucoup de poésie dans tout ce qu'on faisait, mais aussi des acteurs du département, mais toutes sortes de gens. Enfin, il y avait beaucoup de gens de la société civile. Et ils sont venus, alors ça c'était ma grande claque, c'est que sur les 100 personnes invitées, il y en a 50 qui sont venus tous les mois, pendant au moins 8 mois. Après, on a commencé à les laisser un peu. Mais c'était déjà bien, on était contents de ça. Donc ça a très bien fonctionné. Et puis après, le reste, circuit court, un problème, je voyais le DG en parlait au président, et puis tac, voilà. Donc très informel sur la gouvernance. Les 3 phases, je vous ai dit, elles ont explosé en route, et on n'a pas tout à fait fait comme ça, puis je vous dirai pourquoi on n'a pas fait comme ça. Et puis, quelque chose de majeur, c'est que le projet de territoire qui était la finalité, j'aurais dû commencer par ça, la finalité au départ, quand on est parti, on s'est dit on va faire un projet de territoire, au sens aménagement du territoire. Et on est arrivé avec un territoire en projet, au sens on crée une dynamique. Voilà. Alors, le portrait de territoire, on a travaillé, vous le voyez, alors je ne sais pas comment ça marche, ici, voilà. Hugues de Jouvenel, très important parce qu'il nous a expliqué, vous le connaissez par cœur, les variables molles et les variables dures. Alors, on a une chance ici, c'est que pour les variables dures, on a l'Observatoire de l'économie des territoires qui, depuis 20 ans, analyse, observe toutes les dynamiques qui sont en œuvre dans notre territoire, dans nos territoires. Plus avec un degré de finesse que, je dois dire, Futurible ne connaissait pas. Et ça a été génial parce que du coup, alors là, on a plutôt travaillé avec ce qu'on appelle les experts, des gens de l'État. Très grande chance, le préfet du Loir-et-Cher de l'époque, Gilles Lagarde, qui est aujourd'hui DGS au conseil départemental d'Indre-et-Loire, ça lui plaît. Pas pourquoi, ça lui plaît. Et d'emblée, le questionnaire rétrospectif et prospectif que j'avais préparé, il le diffuse à tous les services de l'État.
en leur demandant de répondre dans les 2 mois. Ils le font. Alors ça, c'est versé aussi au titre du diagnostic, d'avoir les services de l'État qui vous fournissent leurs données, leurs cartes, plus l'observatoire. Au niveau statistique, on était parés, on avait beaucoup de choses, et on a pu notamment partir à la chasse aux idées reçues. Parce que, dans l'esprit des Loir-et-Chériens, leur département était avant tout rural, donc agricole, un peu complexé, etc., etc. On a découvert avec tous ensemble, et on a pu transmettre ça à travers une exposition grand public qu'on a faite avant même de diffuser le livre blanc. On leur a dit non, notre département il est avant tout industriel. C'est un grand département industriel. 18% des effectifs total sont dans l'industrie. Moyenne nationale, c'est 13%. Donc, vous voyez l'écart. Alors, ça pose d'autres problèmes parce qu'évidemment, beaucoup d'industries manufacturières est héritée du 19e siècle. Je vous fais plus par à dessin. Tout ça est évidemment à renouveler si on veut franchir le futur avec allégresse. Et aujourd'hui, notre tissu industriel se délite un peu comme partout. Mais résiste quand même grâce à quelque chose d'une force du Loir-et-Cher, c'est ce maillage territorial de toutes petites entreprises, d'artisans, de commerçants. Il n'y a pas une commune, on a 291, pas une commune qui ait un pôle d'activité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut conserver parce que c'est cette vraie proximité dont parlait Connoled Ekpars hier, parce que les centres de secours en font partie. Les équipements publics sont très bons ici, par exemple. Voilà. Donc, territoire de projet, portrait de territoire rapide. Bon, je vais juste vous dire que dans un premier temps, on a, très abîmé, on a sorti nos 40 fiches sous cette forme-là. Ça a été un succès parce que, je sais pas, j'en ai plus et j'arrête pas de le refaire. Sont plutôt, alors, on les a examinés sur un temps long. On a commencé en 90. Puis 2000, puis 2010. Voilà. C'est les chiffres qu'on avait à l'époque. Ils bougent, hein, et évidemment, tout ça évolue très vite. Mais vous pouvez les retrouver sur le portail de l'Observatoire de l'économie et des territoires qui s'appelle pilote41.fr. Et là, vous avez les fiches qui sont actualisées. C'est important parce que du coup, c'est devenu un référentiel commun et les gens parlent ce langage-là maintenant. Voilà, ça aura au moins servi à ça. Un autre outil très intéressant qui nous a beaucoup aidé, alors ça fait un peu un télo comme ça, c'est les mots du Loir-et-Cher. Là aussi, je peux vous faire, j'en ai qu'un, mais faire passer ce travail qui a été fait par Mediascopie, qui a un gros avantage à mon sens sur les enquêtes d'opinion. Les enquêtes d'opinion, on en fait tous les jours, on en fait trop. Et à mon sens, les réflexes des gens et la question de la manière dont elles sont posées entraînent beaucoup de contre-effets qui ne sont pas toujours possibles de repérer ou de mettre d'atténuer, j'ai envie de dire, pour avoir quelque chose qui soit vraiment le reflet d'un sentiment d'une personne. Les mots du Loir-et-Cher, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on part des 200 mots qui ont été repérés dans des tables rondes qualitatives. Il y a 250 Loir-et-Chériens après qui ont été les cobayes finalement de ce travail-là sur les 200 mots. Et donc, ces 200 mots sont appréciés par chaque personne du panel selon 2 axes. Un axe que je vais appeler l'axe du ressenti, avec une note qui va de 0 à 10, on l'a resserré parce qu'en fait, nous, on n'a rien eu en dessous de 3, hein, tout simplement. Donc l'acte du ressenti, c'est-à-dire ce mot, est-ce que pour vous, il est positif ou négatif? Et c'est très simple. Et c'est tripal, je veux dire. Vous avez, je sais pas, la chasse. Important, alors Loir-et-Cher, la chasse. C'est positif ou c'est négatif? Eh bien, vous voyez, c'est négatif. Voilà. Et c'est instantané. Deuxième axe, très intéressant, c'est est-ce que ce mot est porteur d'avenir ou est-ce que c'est un mot du passé? Eh bien, vous voyez, la chasse, c'est un mot du passé, puisque tout ce qui est en dessous de 5, finalement, c'est le passé, et tout ce qui est au-dessus de
de 5, c'est l'avenir. Voilà, alors moi j'ai pas d'action chez Mediascopie, je vous rassure, mais j'ai trouvé ça intéressant. Si vous voulez à un moment donné avoir quelque chose, alors ces fameuses variables molles chères à Hugues de Jouvenel, avoir quelque chose qui sorte de la statistique et qui parle de l'appartenance, qui parle du sentiment d'identité. Et on s'est aperçu évidemment que les Loir-et-Chériens et le Loir-et-Cher n'avaient pas une identité propre, mais des identités. On est Beauceron, on est Percheron, on est Sologno, mais on n'est pas Loir-et-Chérien. Alors ça, il a fallu vraiment aussi, évidemment, le prendre en compte. C'est ça qui était intéressant dans ce canoutil, hein, mais ça apporte beaucoup, je pense, à une démarche comme celle-ci, et ça permet après aussi d'avoir un récit narratif autour de la petite histoire que se racontent les Loir-et-Chériens sur leur département, la façon dont ils voient les choses aussi. Le développement durable, par exemple, c'est pas du tout un concept qui est partagé ici par les gens. Par contre, la nature, les jardins, oui, là on commence à les intéresser. Les forêts, les petits coins à champignons, voilà. C'est tout ça qu'apporte ce travail-là. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Une autre rencontre importante, ça a été celle de Michel Godet et de François Bourse, qu'on a rencontré au CNAM avec le directeur général des services, Olivier de Brabois, sur les conseils de Maurice Leroy, puisque Michel Godet l'avait appelé, il vous en a parlé hier, je ne reviens pas là-dessus. Et Michel Godet nous dit, très comme ça, là, vous le connaissez, hein, direct, mais pourquoi vous voulez faire des scénarios? Parce qu'en fait, on allait le voir un peu pour ça. Bon, avec Hugues de Jouvenel, on avait construit notre diagnostic, mais on ne comprenait pas bien comment il voulait faire les scénarios, cette phase-là. Et alors surtout moi, je trouvais ça très anxiogène. Je ne sais pas si vous trouvez cette phase de scénario indispensable, mais moi je pense que ça fait peur à tout le monde. Et alors, donc, Michel Godet dit, pourquoi vous voulez faire des scénarios? Et là on s'est regardé avec Olivier de Brabois, on s'est dit, non, c'est pas. Et il nous a dit, mais c'est pas ça qui compte dans un département comme le vôtre. Ça sert à rien les scénarios, parce que vous n'allez pas faire un scénario pour le Loir-et-Cher alors que vous êtes sous influence. On l'a vu. Vous êtes sous influence de quoi? Des grosses aires urbaines de Tours et d'Orléans qui sont en train de croître avec un bassin de vie de 800 000 habitants qui se rapprochent de vous. Et puis vous avez le Grand Paris qui demain est à vos portes. Vous allez faire quoi comme scénario Loir-et-Cher? Bon, pas faux. Et puis, il nous dit, de toute façon, il n'y a pas d'identité Loir-et-Cher, il y a des identités. Donc, si vous voulez faire des scénarios, il faut en faire un par territoire. Pas le temps, pas envie, et puis c'était pas tout à fait notre sujet pour le moment. Peut-être qu'on le fera un jour, j'en sais rien. Je n'ai rien contre les scénarios, mais du coup, on a chanté cette phase-là, et il nous a dit, ce qui compte, c'est de mettre en mouvement vos acteurs. Et ça a été ça, finalement, le fond de notre démarche. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Il y a quelque chose qui nous a aussi beaucoup frappé et sur lequel on s'est beaucoup appuyé, c'est ça, appropriation. Parce que nous, on pense que quand on fait un truc, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Puisqu'on en parle, nous, tous les jours au conseil départemental, forcément, l'ensemble de la population est au courant. Eh bien, je crois qu'on ne prend jamais assez le temps dans les démarches de prospective territoriale de l'appropriation. Et je dois dire aujourd'hui modestement qu'après, on est en 2015, on est toujours dans cette phase d'appropriation. Donc prenez le temps, enfin j'ai envie de dire, de pensez toujours que vos messages ne passent pas comme ça. Écoutez les gens, la manière dont ils ont perçu les choses, alors qu'on est persuadé de leur avoir dit différemment, c'est très intéressant. Et donc cette phase d'appropriation, on s'est beaucoup appuyé sur les conseils de Michel Godet qui nous a dit en gros, une bonne idée que l'on veut imposer d'en haut est une mauvaise idée. Alors ça, par contre, quand vous dites ça à des élus aussi, c'est intéressant. Parce que toute une nouvelle façon de faire est en cours, et je crois que Maurice Leroy vous l'a bien dit hier aussi. Une idée qui vient d'en haut est une mauvaise idée. Alors du coup, ça oblige à travailler complètement différemment. Alors ça, c'est juste pour faire chic. Sur les conseils de François Bourse, mais ça a été très important quand même, il nous dit, voilà, ça serait bien à un moment donné, puisque vous arrivez à mobiliser une 50aine d'acteurs tous les mois, on va faire avec eux la bec de Régnier.
c'est quoi la bague d'oreiller? En fait, c'est très simple. Et effectivement, quand on voit ça, c'est très simple. On avait à l'époque, issu de nos forums prospectifs, 12 grands thèmes j'ai envie de dire ça, 12 enjeux qui se dégageaient. Et donc, on a fait travailler nos acteurs du club Loire-et-Cher 2020 sur cet outil qui finalement, et là je reconnais, nous a permis d'un seul coup d'œil de voir où étaient les grands enjeux, en tout cas ceux qui récoltaient le plus grand consensus. Et ça c'est intéressant parce que du coup, bah voilà, à partir de ça, sur nos 2 enjeux, on en a retenu 10, et ça a été nos 10 grands chantiers qui sont dans le livre blanc. Voilà. Donc ça aussi, finalement, au début, on se dit, oula, c'est vraiment un truc pas possible, mais c'est vraiment génial cet outil. C'est ça, c'est vert, tout le monde veut y aller, bah on y va. C'est rouge, attention, c'est blanc, on ne sait pas, alors ça on met de côté. Et ça c'est aussi important, c'est que pour ne pas décourager dans des démarches prospectives, toujours, alors je ne dis pas aller forcément dans le sens de consensus, parce qu'on raconte des choses très désagréables, hein, à un moment donné on dit aussi des choses qui déplaisent, mais surtout on va là où c'est à notre portée de main. Et on s'aperçoit qu'à l'échelle d'un territoire comme le nôtre, petit département, hein, 330 000 habitants, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de choses, et ça redonne de l'espoir. Parce que les gens sont tellement aujourd'hui paralysés par tout ce qui se passe dans le monde. Quand on leur dit ça, évidemment, sur le réchauffement climatique, il y a des choses qu'on ne va pas changer à l'échelle mondiale, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, les gens se réveillent. Ils se disent, bah oui, bien sûr, je peux faire des choses. C'était ça l'idée. Bon, c'est du bon sens, hein, tout ça. Voilà, bon, sur la démarche, voilà ce que je peux en dire. Les résultats, ça incite quand même à la modestie. On dit 30 000 Loir-et-Chériens, c'est vrai, hein, donc près de 10% de la population qui ont été contributeurs, mais c'est très peu finalement, 10%. Voilà. Et pour faire 10%, on a bossé avec mon équipe comme des dingues pour avoir ce calendrier événementiel qui faisait que tous les jeudis, il y avait un jeudi du futur. On s'est interdit aucun débat. On a eu des jeudis du futur sur les religions. On a eu des jeudis du futur sur des trucs très techniques, les smart grids. C'était plein. Donc ça, c'est encourageant. On voit que finalement, la petite débatte, c'est pas qu'à Paris, hein, c'est aussi chez nous. Et vous voyez, les salles, c'est des vraies photos. Hein. C'est des vrais gens, c'est des vraies photos. Et le président parlait de la clôture des assises de clôture avec Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République. Il y avait 800 personnes à Blois, voilà. C'était un grand moment. C'était un très grand moment. Avec en plus l'intelligence que vous imaginez apportée par l'ancien président. Que vous dire là-dessus? Non, je passe. Oui, voilà, des salles pleines sur les sujets techniques, des publics très nouveaux. Par exemple, on a fait un jeudi du futur sur les ados et le web. On a eu 300 personnes, des gens qu'on n'avait jamais vus, c'est-à-dire des jeunes papas, des jeunes mamans, avec des gamins de 11-12 ans qui étaient dans la salle. Et comme on pouvait réagir par SMS, vous aviez les gamins qui disent « Oh, j'ai piraté une photo » et puis qui disaient vraiment leur pratique. Et donc on s'est aperçu que là, il y a un énorme chantier sur comment on apprend aux ados à se méfier aussi. Alors c'était bien parce qu'on avait la numéro 2 de la cellule de la cybercriminalité qui était là, donc il expliquait quand même vraiment des choses intéressantes. Et puis il y a eu des gens comme Julien Darguès, je crois qu'il va venir, il va intervenir aussi. C'est un jeune très prometteur et lui quand il parle d'emploi, de recrutement sur le web, là on a une salle pleine d'étudiants. Voilà, on a eu des publics nouveaux avec des sujets un peu nouveaux. Bon, le livre blanc je passe parce que vous l'avez sans doute lu. Les 10 chantiers. Alors voilà à quoi on est arrivé. Hein, donc 10 chantiers d'intérêt collectif. Alors c'est quoi un chantier pour nous? Un chantier, c'est dire deux choses. C'est que c'est pas une entreprise seule, une association toute seule qui aujourd'hui peut trouver la solution à l'échelle d'un territoire. Il faut se mettre à plusieurs. Alors, ça paraît banal de dire ça, mais c'est très compliqué finalement,
en France, de réunir des gens de la sphère publique et de la sphère privée, de décloisonner les univers, et je pense que là aussi, c'est un grand chantier d'avenir. On s'y essaie, en tout cas. C'est aussi l'idée que les grands plans derrière lesquels tout le monde s'aligne, ça ne marche plus. Il y a des gens qui rêvent d'autorité, mais il faut se dire qu'on est quand même dans un monde qui est en train de devenir horizontal. Et il y a un paradoxe là à lever aussi. Donc, un chantier, c'est porté... Alors, généralement, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est que les 10 chantiers qu'on a identifiés, issus des enjeux précédents, sont portés par des acteurs majeurs du département. On a fait en sorte que la chambre de commerce et son chantier, enfin, c'est eux d'ailleurs d'eux-mêmes qui l'ont proposé, mais à condition qu'ils fédèrent plus large autour d'eux. La chambre d'agriculture, enfin, on a essayé d'impliquer les acteurs majeurs du département autour de ces grands chantiers. Certains fonctionnent. Hein. Sur les 10 aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il y en a 5 ou 6 qui fonctionnent et il y en a 4 qui n'ont pas vraiment démarré. L'application n'est pas suffisante. Vous voyez, on y est encore hein, dans cette phase d'implication. Et puis faire comprendre qu'on ne travaille plus de la même manière aujourd'hui qu'autrefois, qu'il faut accueillir les autres, qu'il faut écouter les bonnes idées qui viennent des autres, sans a priori. Ça, c'est compliqué aussi. Voilà. Je ne vous énumère pas les 10 chantiers. Sachez que voilà, ils concernent la santé. La santé, alors, ce que disait Maurice Leroy hier. Première préoccupation des Loir-et-Chériens, ce n'est pas l'emploi. C'est comment on fera demain pour se soigner alors qu'il n'y a plus de médecins dans nos campagnes. Savoir que le département est au 76e rang national pour l'âge de ces médecins. Important de savoir. Donc là, il y a... Alors, je vous rassure, ça va arriver à tout le monde. Nous, on est pionniers dans le mauvais sens du terme, mais du coup, on a mis un schéma en place d'accès à la santé pour tous. Ça fonctionne bien avec l'ARS, les territoires. Il n'y a pas une solution, alors ça c'est aussi la grande idée d'un chantier, c'est qu'il n'y a pas une solution, il y a des solutions, dont certaines restent à inventer. Pour la santé, c'est compliqué, mais il y a 30 fiches actions aujourd'hui qui sont mises en place. Le chantier vraiment se déroule plutôt bien. Celui sur le tourisme aussi, il fonctionne très bien. Sachant que les touristes, ils ne s'arrêtent pas à la porte du Loir-et-Cher. Quand ils vont de Chenonceau à Beauval, ils ne savent pas qu'ils ont franchi la douane. Hein. Donc, l'idée, c'était de mutualiser toute notre dynamique et développement touristique avec l'Indre-et-Loire. C'est pas simple, mais on est en train d'adopter des cultures communes. Donc ça aussi, c'est un chantier qui s'appelle, c'est le 10e, qui s'appelle Coopération créative, qui est basé sur cette méthode de fédérer les énergies dont je parlais, et donc qui consiste à essayer de se rapprocher d'autres structures pour avancer. Voilà, et mon dernier slide, j'espère que je suis dans les temps, c'est les labs. Alors, j'ai corrigé parce que Maurice Leroy a dit 28 labs, mais il y en a un qui a fait long feu. Voilà, et il y en a un sur lequel je comptais, c'était un lab sympa, c'était créer une maison de la photographie à Vendôme, ça s'appelait Le Carrousel, c'était très beau, mais les porteurs de l'expérimentation, qui sont des gens comme vous et moi, finalement ont d'autres actions à mener. Alors les labs, je peux en parler, vous avez des roll-up dans l'entrée. Il y a peut-être 2 exemples. Il y a un lab que je trouve très sympathique qui s'appelle Balado Drive. C'est quoi Balado Drive? En fait, c'est une très bonne idée de la Chambre de métier et de la Chambre d'agriculture qui se sont mises ensemble pour le mettre en forme. Cette expérimentation consiste à faire des drives de produits fermiers. Voilà. Alors, au lieu d'aller chercher son panier dans la grande distribution, eh ben, vous allez à Blois et à Vendôme, demain à Romorantin et à la Motte-Beuvron, dans des endroits bien identifiés. Et là, ce sont les producteurs pour lesquels vous avez commandé en ligne de la même façon vos produits, votre panier. Mais la différence, c'est que vous avez des produits du terroir, quoi. Des produits fermiers, des produits labellisés. Et vous avez de très très bonnes choses. Certains sont bio, mais pas forcément. Voilà. Donc Balado Drive, c'est une expérimentation qui regroupe aujourd'hui 50 producteurs locaux.
Alors ici, vous savez, vous avez des asperges, vous avez même du caviar à Saint-Viâtre, vous avez des fraises de Sologne, vous avez beaucoup de très bonnes choses, des fromages et du vin, des vins. Je ne sais pas si vous avez goûté, je vois qu'il y a des bouteilles là-bas. Bon, bref. Un autre lab important qui, Maurice Laurent en a un peu parlé hier, c'est la coopération interdépartementale. On travaille maintenant depuis 3 ans avec le Loiret, Conseil départemental du Loiret et d'Eure-et-Loir, pour essayer de mutualiser un certain nombre de choses. Un des succès, une success story de cette histoire-là, c'est la centrale d'achat Aprolis, qui existe maintenant depuis 2 ans. Au départ, c'était les 3 départements qui avaient mis en place 3 marchés communs sur, alors c'est des choses très concrètes, hein, le déneigement et donc la fourniture de sel, l'achat de véhicules, et puis le 3e, je ne sais plus, c'était l'électricité, mais le gaz. 400 000 € d'économie. Hein. Résultat, pas rien, à l'échelle de 3 départements. Aujourd'hui, il y a 500 adhérents, même plus que ça, je crois que c'est 560 adhérents. On a les 6 départements de la région qui sont c'est un GIP, Aprolis. On a des collèges, on a des établissements pour personnes âgées. Et actuellement, il y a 15 marchés qui sont soit passés, soit en cours. Donc, vous voyez, on est en train de développer cet outil. Alors, c'est quand même très compliqué. Moi, j'anime un outil qui s'appelle pour une prospective partagée. On travaille avec les observatoires des 3 départements et c'est pas la même culture, on ne parle pas les mêmes langages, on n'a même pas les mêmes procédures à l'intérieur de nos boutiques, c'est les mêmes, c'est des conseils départementaux, ça ne fonctionne pas pareil. C'est à s'arracher les cheveux, mais c'est passionnant. Mais on va y arriver, hein, on va y arriver. Voilà, bon, l'app Queyros-Chambord, je l'aime bien, je vais juste parler de celui-là, puis j'arrête. Je répondrai à vos questions. C'est un lab, alors Queyros, ça veut dire le bon moment pour agir. C'est un lab qui est mené par l'abbé Leroux, ici tout le monde le connaît, en matière de formation professionnelle. Cet homme qui a aujourd'hui 88 ans et une pêche d'enfer, a créé beaucoup de structures de formation professionnelle par apprentissage et d'insertion. Donc Queyros-Chambord, en fait, c'est un chantier d'insertion qui a permis à 10 salariés bénéficiaires du RSA, donc des gens qui étaient en grande difficulté sociale, de construire avec fierté des bateaux de Loire, des tout cabanés notamment, et avec les mariniers de Loire, les charpentiers de la Loire, qui leur ont passé ce savoir-faire, ils ont construit 2 tout cabanés. Et il y en a une qu'on va inaugurer le 4 septembre avec monsieur le préfet et puis tous les acteurs départementaux et régionaux parce que c'est un bac qui sert à traverser la Loire en bateau entre Montlivaud et Cours-sur-Loire. Voilà. Sur les 10 salariés de ce premier chantier d'insertion, 7 ont retrouvé un emploi. Bon, moi je dis chapeau, parce que 70%, c'est bien. Vous savez, ça paraît petit, mais le monde est fait de petites choses. Voilà, ce sera presque ma conclusion. Voilà, ma conclusion, c'est ça. C'est donc quelques facteurs de réussite. Pour une démarche comme ça, c'est une volonté forte du président. Et j'ai envie de dire une grande confiance. Et puis surtout, quelque chose qui a été assez formidable, nos élus se sont mis en mode écoute. C'est suffisamment rare pour être signalé. Mais c'est génial, parce que du coup, ça laisse un grand espace pour d'autres personnes, pour d'autres prises de parole, pour d'autres expressions. Mode écoute. Ça les a arrangés un peu au début parce qu'ils se sont dit oulala, comme ça, si ça marche pas, nous, on n'y était pas. Hein. C'est vrai, c'est la réalité humaine des choses. Et puis maintenant, ils trouvent que c'est quand même bien. L'implication quotidienne du DG, avec une ouverture d'esprit. Vous parliez de 360 degrés, là je veux dire Olivier de Brabois, c'est vraiment un homme qui fonctionne à 360 degrés. Il n'y a rien d'impossible pour lui. Ça, c'est génial. Un pilote et un fonctionnement en mode projet, c'est-à-dire que moi j'ai dit ok, je veux bien, mais il faut que j'ai accès à tout le monde sans hiérarchie. Si je veux aller voir, pas le président de la République, mais presque, j'y vais direct. On m'a dit oui, bon. Une équipe dédiée en interne, un exercice de concertation rigoureux, j'ai pas insisté là-dessus, mais alors la concertation, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Pardon ? L'équipe, combien de personnes ? À 5 personnes. 5 personnes. Toute petite équipe, mais c'est bien, parce que les équipes commando, c'est les meilleures, pour moi.
La concertation, ça demande une énorme rigueur. C'est-à-dire que quand vous faites un débat, la moindre parole, le moindre SMS envoyé doit être retrouvé quelque part. Les gens doivent voir le lendemain ce qu'ils ont dit la veille. Parce que sinon, vous n'êtes pas crédible. Si on vous dit, on vous écoute et puis qu'on voit plus ce que vous avez dit, les gens disent, il dit ça, mais c'est pas vrai, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il faut consigner un peu tout ce qui s'est dit. Il faut que vous ayez un super blog qui, dès le lendemain, a des potes parce qu'il faut... Un tel a dit ça. Alors, on n'avait pas forcément les noms des gens, mais quelquefois, on mettait que les prénoms. Voilà. Très important. Compte rendu systématique, surtout. Enfin, toujours retour, le plus vite possible, en plus. La communication web 2.0, web et vidéo plutôt, j'ai envie de dire, importante à toutes les étapes, tout le temps. On ne dit pas on va communiquer qu'après, parce que ça c'est sûr que sinon vous mobilisez personne. Et puis l'apport des experts, j'ai envie de quand même dire, important, mais à leur juste place. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui décident, ce n'est pas eux qui font la stratégie, on ne leur confie pas la démarche. Voilà. Mais évidemment, ils nous ont beaucoup apporté. Enfin, vous l'avez vu. C'est qui un expert? Les experts, ça a été surtout François Bourse, avec qui on a travaillé vraiment très très bien. À tel point qu'à un moment donné, il campait quasiment chez nous. Et c'était important, très très important. À la fois pour nous sortir du nez du guidon, pour recaler le cap, pour nous aider dans la rédaction du livre blanc. Mais lui aussi, je crois qu'il a appris des choses sur comment on fait une démarche terrain. Voilà, après, il y a aussi l'attitude. On dit souvent la prospective, c'est un état d'esprit. C'est éminemment un état d'esprit, avant tout. Il faut être patient. Il ne faut pas avoir peur de l'incertitude. Il ne faut pas dire quand on se trompe. On s'est trompé. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Hein. Et puis, il faut beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de rigueur. Voilà, alors aujourd'hui, c'est toujours en cours. On a, donc, par rapport au livre blanc, il y avait 20 labs, on est à 27. Bon, il y en a un qui ne marche plus, tant pis. Sur les 10 chantiers, il y en a 6 qui fonctionnent. Voilà, c'est modeste. C'était inédit, hein. Ce département n'avait pas la maturité. Hein. Il n'avait jamais fait d'autres démarches par rapport à mon expérience en Ille-et-Vilaine, où on en a fait 3 avec M. Magnery. Parce que voilà, c'est un grand département, il y a beaucoup d'ingénierie sur place. Ici, c'est pas forcément le cas. Enfin voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Échange. Alors, je suppose que vous avez tous de nombreuses questions, mais je vais quand même ouvrir le feu. Parce qu'ensuite, je vais me consacrer un petit peu plus à la préparation du mur collaboratif pour tout à l'heure. Et je vais peut-être... il y a 2-3 petites choses. La première, c'est que, à vous entendre, bienvenue dans la communauté, vous êtes une prospectiviste. Donc ça me paraît très clair. Vous n'avez pas dit autre chose que ce que je crois chacun de nous, ceux qui ont en tout cas la pratique du terrain, aurait dit. Donc à ce titre-là, je crois que voilà, votre propos d'entrée, qui était de dire que vous n'êtes pas une prospectiviste, non, je crois que vous avez montré que vous étiez parfaitement intégré dans cette communauté. Voilà pour une première chose. La deuxième, alors juste peut-être plus pour nos confrères qui connaissent peut-être un petit peu moins le sujet, la technique de l'utilisation des mots pour qualifier un territoire est une vieille technique. Elle a été employée dès les années 90, début des années 90. Donc voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de passer par médiamétrie. Il y a, c'est une vieille technique du milieu. Elle a surtout été utilisée, alors je pense notamment, à l'époque je l'avais utilisée sur Marseille pour essayer de désamorcer des conflits. C'est une très très bonne technique parce que vous demandez en fait aux habitants, ou à ceux qui participent, de choisir 5 adjectifs pour qualifier leur territoire. Et à partir de là, la démarche commence. Est-ce que ces adjectifs, vous les connotez plutôt positivement, plutôt négativement? Est-ce que pour vous ils sont importants pour le futur? Ouais, c'est caractérisé au passé, etc. Donc voilà, sachez que c'est une démarche qui est très très facile d'accès et très utile. Et je pense qu'aujourd'hui, si on avait des applications, je dis ça pour nos jeunes, s'il y en a encore quelques-uns, mais avoir une application qui permettrait de faire ça à partir d'un smartphone, absolument, ce serait vraiment génial. ça sera vraiment bien. Ouais. Plus économique.
et plus économique, c'est une certitude. Et puis c'est surtout parce qu'on a, au Japon, j'ai pu voir ça, l'utilisation, ce qu'on appelle les flash mobs, c'est-à-dire la capacité d'utiliser des grandes foules très rapidement. Il y a tout à fait la possibilité techniquement de faire ça. Avec des affichages en plus, j'ai vu ça en Corée, sur des murs. On a des écrans géants et on demande à tous les gens, au même instant, genre 20h20, donner le mot qui pour vous doit caractériser le futur. Et ça a été projeté en très grand et la taille des mots dépendait du nombre de gens qui avaient utilisé ce mot-là. C'est assez extraordinaire. Deuxième chose sur les scénarios, je crois qu'on ne peut qu'être d'accord pour une fois avec Michel, sur le fait qu'effectivement les scénarios, enfin je veux dire, voilà, depuis les années 80, on ne fait plus de scénarios. Heureusement, la prospective, c'est autre chose que les scénarios et c'est bien plus puissant et bien plus large que ça. Donc merci pour avoir souligné ce point qui est un point absolument essentiel dans nos démarches. Sur les jeudis du futur, alors moi ça m'a fait très plaisir de vous entendre là-dessus parce que je ne connaissais pas et de voir que effectivement, mais vous l'avez dit très justement, il n'y a pas que dans les grandes villes. Parce que, alors ça c'est ce qu'on a fait à Lyon sur le Millénaire 3 où tous les jeudis, voilà, on faisait ces réunions, il y avait plus de 200 personnes qui venaient effectivement. Et souvent, on nous a dit, oui, mais vos techniques, c'est des techniques pour les grandes villes. Et vous avez Alençon, qui n'est pas très très loin d'ici, voilà, qui a utilisé ça. Hein. Alors, c'est pas le jeudi, je crois que c'est le mercredi. Ils ont les mercredis, alors c'est une fois par mois, c'est un petit peu moins régulier, mais ça dure maintenant depuis 5 ou 6 ans, où ils ont les mercredis des savoirs, mais qui travaillent sur des sujets du futur. Donc voilà, pour savoir que je voulais juste insister sur ce point que les territoires ruraux ou les petites villes sont aussi des lieux où on peut réfléchir et qu'on attire aussi du monde, voire plus de monde proportionnellement que dans une grande ville. Et ça, je crois que c'était vraiment important qu'on puisse le souligner. Dernier point, j'avoue que votre usage de la BAC m'a un petit peu gratté, donc c'est bien, parce que la pratique que j'ai de la BAC et l'enseignement qui m'en avait été fait, c'est surtout de travailler en fait sur les déviances et pas sur les consensus. Alors vous l'avez utilisé comme image de consensus. Moi, en tant que prospectiviste, on peut peut-être juste repasser sur l'image si ça vous ennuie pas. Et je pense que c'est un point qui est intéressant aussi pour la suite de nos travaux. Merci. C'est que vous parliez tout à l'heure faiseur et diseur. Effectivement, là je pense qu'on l'utilise pour voir les consensus, ça permet de savoir directement où on peut aller, et comme posture du politique, je trouve ça tout à fait logique. En revanche, en posture de prospectiviste, on aurait commencé, nous, au contraire, par le dernier. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de déviance quand le principe, c'est d'être contre? Donc là, on voit qu'il y en a qui ne savent pas trop, il y en a qui sont contre, et c'est l'art de vivre. Et quand même, si l'art de vivre en Loir-et-Cher, ça doit quand même poser question si effectivement on a ce type de résultat. Mais moi, je n'oublie pas ça. D'accord. Voilà, c'est peut-être maintenant que nous sommes dans la phase stratégique, parce que maintenant, voilà, c'est une phase beaucoup plus stratégique, d'action, de plan d'action. Et finalement, c'est un commencement tout ça pour nous. On démarre quelque chose. Donc c'était important d'être dans ce consensus parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des résultats, il faut qu'il se passe des choses. C'est absolument indispensable pour entraîner aussi. Mais l'important, c'est pas oublier effectivement tout ce qui est le poil à gratter d'une démarche comme ça pour le bon moment venu rebondir là-dessus et le reprendre en charge. Là, en fait, j'avais pas tellement de solutions et j'avais personne qui voulait s'embarquer là-dedans, parce qu'il faut quand même pas être tout seul. Hein. Il faut aussi avoir à un moment donné des gens qui vous disent moi ça m'intéresse, je préempte et on va gratter là-dessus. Bon, pas tout faire, mais c'est très juste, j'entends bien et je vais me repencher dans la lecture de la BAC et des résultats dans toute leur finesse. En termes de communication, l'exposé que vous avez fait là, est-ce que vous êtes amené à le décliner dans nombreux départements pour que ça fasse boule de neige en termes d'approche ou quoi que ce soit, ou c'est non, en fait, je pas cette préparation-là, mais il faudra faire ici. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais on est en train de présenter le livre blanc dans toutes les communautés de communes pour décliner au plus fin des territoires.
Et c'est assez passionnant parce que chaque fois, finalement, on parle très peu du livre blanc, un peu. Et puis, par contre, on organise une table ronde avec les talents qu'on a repérés dans le cadre de la démarche sur la communauté de communes. Et ce sont eux, finalement, qui parlent de l'avenir. Et donc là, on redécouvre des nouvelles choses. Et ça enrichit beaucoup la démarche. Et j'ai envie de presque dire, ce livre blanc, aujourd'hui, il est quasiment obsolète. Alors après, pour aller dans d'autres départements... non, enfin, Futurim me fait intervenir 2 fois par an dans les stages de prospective territoriale. Donc là, je rencontre pas mal de gens de territoire. Mais enfin, c'est parce que voilà. Mais bon, si il y a récemment, j'ai eu un appel téléphonique de comment s'appelle-t-elle, Sandra Daher, je crois, de Angers, la communauté d'agglo d'Angers, qui me demandait un retour d'expérience. Donc voilà, moi je lui ai dit ce que j'avais fait. Je ne sais pas ce qu'elle en fera, peut-être ça va l'intéresser, mais ouais, elle était peut-être à un moment donné, c'est intéressant entre nous. Et ça manque, peut-être qu'il y a un réseau, alors c'est ce que vous faites, un réseau de gens qui sont aussi des praticiens, parce que finalement moi je suis surtout une praticienne, enfin je suis très honorée par ce que vous me dites, Fabienne, mais je suis surtout une praticienne. Et du coup, quelquefois, on est par moments dans des impasses totales. On a tout le monde contre vous qui vous disent c'est votre machin, la ras-le-bol. Enfin, c'est compliqué et ça serait bien de pouvoir échanger avec d'autres praticiens qui sont aussi confrontés. Enfin, les gens, ils sont vraiment là. Voilà, vous les avez vraiment. Oui, je comprends. Je comprends ce que vous dites. Il y a un réseau de praticiens au niveau de l'Association des régions de France. Ah oui. Voilà. Alors c'est vrai que depuis la loi NOTRe, vous avez raison de le dire, mais ça c'est récent puisqu'elle vient d'être promulguée en août. Depuis la loi NOTRe, on sait que la prospective, la stratégie va plutôt relever des régions. Ce qui est déjà un peu le cas, oui, même complètement. D'ailleurs, les régions ont souvent 3-4 démarches d'avance. Voilà. Mais par contre, elles sont souvent moins concertées, si je peux me permettre. Merci beaucoup, Alexis Dufontoniou, pour alors quelques petites remarques d'ordre général, enfin de ressenti par rapport à ce que vous avez fait, et puis des interrogations. D'abord, on entend à travers vos propos et les propos de Maurice Leroy le plaisir que vous avez eu à faire ça, quand même, ça se ressent. Et puis, c'est pas... Donc j'ai l'impression que ce que vous avez cherché à faire, et ce que vous avez réussi à faire, c'est de mobiliser les acteurs du territoire, de leur faire, et surtout de les autoriser à faire, enfin, de dépasser les habitudes pour voir les choses différemment, créer des synergies, du dialogue, de la construction de projets, etc. Et donc surtout laisser faire, autoriser à faire. Donc ça, je trouve ça super. En revanche, l'interrogation que j'ai, c'est que je ne vois pas apparaître, à part des grands enjeux, la santé, etc., des visions de territoire. Donc c'est une question que je vous pose. Et donc, par un effet successif, je ne vois pas non plus la capacité pour les décideurs politiques de faire des choix et donc d'orienter le territoire avec des choix déterminés. On laisse ce choix-là aux acteurs, ce qui est très bien, mais dans quelle direction? Pourquoi est-ce que vous pouvez... J'aurais peut-être dû vous dire d'emblée sur quelles intuitions stratégiques nous étions partis et qui, aujourd'hui, finalement, peut-être serait une esquisse de la vision. Soyons très modestes par rapport à ça. Il y a un truc qui est en train de bien marcher, c'est quand on dit la méthode, ça fait partie de la vision aussi, c'est de travailler ensemble, fédérer les énergies. Ça, c'est en train de se faire. Et ce département-là, il a quand même cette capacité-là. Et ça nous est très envié de nos voisins. Dans le Loiret, je peux vous dire, dans l'Indre-et-Loire, ça ne se passe pas comme ça. Chacun est dans sa case. Première chose. Sur les intuitions stratégiques, il y en avait 3 qu'on avait au départ. C'était être un département qui cultive le bien-être. Voilà. On y va comment? On fait comment? Bien-être, ça vous dit quoi? Le deuxième institution stratégique, c'était un département qui donne à chacun sa chance. La vocation humaniste de ce projet, une vision. Est-ce que ça dit quelque chose de Loiret-Chérien? Et la troisième intuition stratégique,
c'était préparer l'économie de demain, en fait, c'était renouveler. Après, le travail... Les 3 points que vous dites, vous ne pensez pas que tous les départements peuvent dire la même chose? Sans doute, mais nous on avait envie de dire ça comme ça. Et c'est ça qui compte à un moment donné, parce que après, ce qui est intéressant, c'est que ça c'était un cadre, et puis comment les lois charia l'ont traduit. Et c'est là où le travail sur les mots nous a servi, où de façon un peu artificielle, ça s'est transformé en une vision qui repose sur 3 savoirs et une méthode. Ça, on l'a gardé. Les 3 savoirs, c'était savoir bien vivre. Ça, c'est une revendication des lois charia. C'est l'ADN du loi charia pour eux, pour les gens d'ici. Parce que c'est un département à taille humaine. Parce que c'est un endroit où on cultive les jardins. Tout pousse ici. Important. Moi qui vais passer toutes mes vacances en Bretagne, au bord de la mer, je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Je ne peux pas dire ça. Ici, c'est vrai. Et dans le sud de la France, ce n'est pas le cas non plus. Voilà. Et quand on dit qu'il y a une certaine qualité d'air, il n'y a pas de grande tension, pas de grande pression sur ce département en termes environnemental. Aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas le cas demain. Important aussi, donc c'est quand même l'ADN du LOHA. Donc ça, c'est ce que nous ont dit les LOHA. Mais ils nous ont dit, mais nous, on ne veut pas vous parler de développement durable. On ne sait pas ce que c'est. Les métiers de la croissance verte, ça ne nous parle pas. Par contre, ce qui nous parle, c'est ça, c'est cultiver notre jardin, continuer à pouvoir aller en vie, et surtout, quelque chose qui leur fait très peur, c'est la dépossession, avec notamment les clôtures en Sologne. C'est un vrai problème. Et les clôtures en Sologne, pourquoi? Parce qu'il y a la chasse, et que la chasse, aujourd'hui, c'est 4 000 € l'hectare de location par semaine. Qui fait mieux? Qui dit mieux? Voilà. Donc ça, c'est des problèmes très concrets. Donc c'était le savoir bien vivre. Ça, c'est une vision d'avenir pour les lois charia. Ils veulent continuer à bien vivre dans ce département, tous les problèmes de santé à résoudre, même si ce n'est pas notre compétence. Nous, département, on a préempté le truc. Deuxième savoir, c'était le savoir-faire. Donc là, tout le monde a conscience qu'il faut les renouveler. On ne peut pas continuer avec l'industrie automobile comme elle est. Mais par contre, oui, la cosmétique, ça marche bien chez nous. Ça crée de l'emploi. Le numérique, il y a un écosystème numérique en train de se créer à l'échelle de la région avec la Loire-Vallée Tech. Alors évidemment, c'est Tours et Orléans, mais le Loir-et-Cher n'est pas absent, et Julien Dargues, je pense, vous en parlera, notamment avec... on est en train de créer des pépinières numériques, et puis le numérique en milieu rural, c'est une grande chance, à condition d'avoir les tuyaux. C'est pour ça que la préemption quand le président hier dit le plan qu'on avait pour le très haut débit à 10 ans, on le ramène à 5 ans parce qu'il y a cette démarche-là et parce qu'on nous a dit c'est impératif, on y va, nous, à 5 ans. C'est pas évident, ça veut dire que là, ce sont des choix douloureux. Il y a des trucs qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on va faire un peu moins de route. Vous voyez? Un peu moins de route et plus de très haut débit. Donc savoir-faire renouvelé. Et troisième savoir, c'est savoir accompagner. Parce que cette dimension à taille humaine, en fait, c'est tous les problèmes d'accessibilité. Accessibilité aux services, accessibilité à la santé, accessibilité au transport. C'est compliqué dans un département, les transports en commun, par exemple. On n'aura pas l'offre de la métropole. Impossible.